Nous allons voir les derniers chapitres pour le cours de maintenance. Alors, on va se concentrer sur la section hydraulique. Voici un document que je vous ai déjà présenté. Il est assez intéressant, donc je vais revenir sur ce document-là. Alors, je vous l'ai envoyé dans votre courrier de NIO. Je vous demande de le prendre, puis je vais vous expliquer quelques petits points intéressants. Pour le reste, je vais vous conseiller de lire certaines pages. Ça sera très pertinent pour le prochain examen, le dernier examen de la session. Comme on a vu, on avait les principes de base de l'hydraulique. Alors, l'hydraulique, c'est ça, des fluides hydrauliques, c'est-à-dire ça, c'est de l'huile hydraulique. Pourquoi que c'est intéressant, l'huile hydraulique, comme source d'énergie? C'est que c'est incompressible. Alors, ce qui va arriver, c'est que lorsqu'on va lui imposer une pression, partout sur les parois, nous allons avoir la même pression. Avec la fameuse formule P est égal à F sur A, c'est-à-dire que la pression est égale à la force divisée par l'air. Donc, la force est en newton. L'air va être en mètres carrés. Quelquefois, on va le mettre en centimètres carrés parce que les pascals, lorsqu'on va les diviser par des mètres carrés, sont souvent assez petits. Donc, le pascal, c'est une unité de pression. N'oubliez pas que la pression et non pas la force. La force, c'est ce qu'on va imposer comme déplacement. La pression, c'est vraiment par unité de section au niveau de l'air, donc la surface. Ça a déjà été expliqué, une pompe assez rudimentaire, donc un cric pour monter, exemple, des voitures. N'oubliez pas que ça prend un clapet anti-retour. Alors, plusieurs coups sur le petit piston va faire monter tranquillement le grand piston. Donc, on est capable de générer une force assez grande lorsque on va avoir monté une pression suffisante. Assurez-vous de comprendre ce principe à la page. Donc, on a nos boyaux hydrauliques. Les boyaux hydrauliques sont faits pour résister à de très fortes pressions. Alors, c'est pour ça qu'ils sont construits avec plusieurs couches, des couches de polymère et des couches aussi de treillis tressés en acier inoxydable. Ce qui va faire que ça va les protéger. On parle de pression de 3000 à 5000 PSI, ce qui est beaucoup. Alors, on va éviter d'avoir des fuites et surtout de l'huile qui va sortir sous pression. À la page 3, on explique les clapets anti-retour, qu'on va retrouver, exemple, à chaque bout d'un tuyau qu'on va utiliser lorsqu'on va faire un laboratoire. Le réservoir hydraulique, très important, parce que c'est lui qui contient le réservoir et qui va aussi refroidir l'huile. Des soupapes de commande et des distributeurs. Ça, on l'avait vu. On en voit ici un exemple au milieu de notre page, la page 4. Donc, le réservoir, la pompe, un clapet anti-retour pour éviter des retours de pression et d'huile. On a notre distributeur qui est ici. Je vous rappelle que la pièce dans le centre, ça s'appelle un tiroir. Alors, on a notre piston. Donc, on va lever de grandes charges simplement avec une petite unité hydraulique comme représenté ici. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'hydraulique? Un des grands avantages, c'est que ça prend pas beaucoup de place. C'est assez fiable aussi. Donc, on parle de flexibilité. Donc, pour la force, ça va. Okay, on a une petite pompe qui va créer un grand débit. Je vous rappelle que les pompes ne créent que des débits. Mais lorsqu'ils sont confrontés à des surfaces et on va générer une pression, alors cette pression-là va être réglée. C'est simple, c'est compact, c'est économique. C'est quand même assez sécuritaire. Et c'est sûr que c'est de l'huile, donc quelquefois on peut trouver que ça soit assez déplaisant d'avoir de l'huile un peu partout, surtout lorsqu'il y a des fuites. Alors que si on est sur un système pneumatique, c'est de l'air. Donc ça a beaucoup moins d'incidence. Les distributeurs, il y en a différents, centre ouvert, centre fermé. Ce que je vous demande vraiment de retenir au niveau des distributeurs,
c'est qu'on peut avoir plusieurs types de distributeurs et on peut facilement les changer. On va changer le tiroir, la pièce qui est dans le milieu, qui va bouger. Alors ça, c'est ce qui s'appelle un tiroir. Ça, on peut le changer. Donc, le distributeur est très flexible au niveau de son installation. Page 6, on parle des systèmes centre ouvert, centre fermé. Ici, on a vraiment un bon exemple. Regardez, ça, c'est le système hydraulique, on pourrait dire presque réel. Donc, on va retrouver une représentation presque photographique de notre système hydraulique. Et là, on a un schéma hydraulique. Alors, moi, je vais vous amener au schéma hydraulique, c'est-à-dire que c'est des pièces qui ont été schématisées, ça prend moins de place. Et puis, c'est plus simple à comprendre. On va retrouver ça comme des schémas électriques. On peut faire un parallèle entre les schémas électriques et les schémas hydrauliques. Alors, il faut comprendre les symboles. Comme ici, on a une pompe, on a un filtre, on a un réservoir. Donc, le réservoir est rendu comme un U simplifié. On a nos distributeurs qui sont aussi très simplifiés et on a notre verre. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans la réalité. Vous en avez peut-être vu des commandes hydrauliques comme ça. On en retrouve sur de la machinerie agricole, entre autres. Très pratique. C'est ce qu'on va retrouver comme représentation schématique. Vous voyez, ça change beaucoup. Alors, on regarde le centre du distributeur. Habituellement, les distributeurs sont construits comme vous le voyez, c'est-à-dire on a un côté parallèle, on a un côté croisé. On va avoir un centre. Le centre est parfois fermé, parfois ouvert, parfois semi-fermé aussi. On a deux sorties A et B. On a une entrée P pour la pression et on a une sortie T, tank, qui veut dire réservoir. C'est ce que vous allez retrouver dans la plupart des cas de distributeurs. Donc, vous allez avoir à opérer ou peut-être même quelquefois à réparer. On fait souvent un parallèle entre le système hydraulique et le système cardiaque humain. À lire à la page 11. Les pompes, il y en existe plusieurs modèles. Il y a les pompes à cylindrée fixe. Eux, ils gardent toujours le même cylindrée. Je vous rappelle qu'est-ce qu'une cylindrée. C'est de combien on va déplacer de volume lorsque l'on fait un tour. Je vous avais parlé aussi qu'en Amérique du Nord, les moteurs sont généralement sur le courant alternatif, ce qu'on retrouve dans la prise de courant normale. On va tourner à 1800 tours minute. Donc, on prend la cylindrée, on multiplie par 1800 et on a le débit par minute. Ça, c'est la construction des pompes. Généralement, on va retrouver des pompes un peu plus sophistiquées sur les presses à injection. Lorsqu'on est sur du matériel agricole, dans un automobile, on va trouver une pompe en engrenage, comme ici. Pompe à palette, c'est la pompe standard. Si on veut être très sophistiqué, on va avoir une pompe à piston. À lire à page 14. Les pompes à engrenage, regardez, vous allez peut-être être confronté à des pompes à engrenage comme ceci. Simple, efficace. Le problème, c'est qu'ils ne retiennent pas une grosse pression. Donc, on a des pompes à engrenage internes. Ça, c'est un petit peu plus populaire aussi. Techniquement, ça va mieux. Les pompes à palettes, qui sont les plus populaires. Alors, c'est une palette. Ce sont des palettes qui vont être distribuées dans un cœur. Donc, on a une espèce de rayonnement comme celui-ci. La force centripète va faire pousser ces palettes-là sur les surfaces extérieures. Donc, vous voyez ici, vous avez l'entrée et la sortie. Vous pouvez regarder un peu comment ça fonctionne à la page 17. Pompe à palette non équilibrée. Donc, ça, c'est le modèle de base. Et on a les pompes à piston, vraiment, là, pour du matériel sophistiqué. Donc, pour certaines presses à injection, on va retrouver des pompes à piston. Ici, le principe qui est quand même assez complexe. Cylindrée variable, donc on a un plateau qui tourne. Ça, c'est vraiment les vues de coupe des pompes à piston.
une vue ce qu'on appelle éclatée, c'est-à-dire qu'on voit les pièces mécaniques. Axe brisé. Pompe à piston radio. Donc, ça aussi, on peut retrouver ce type de pompe-là. Moins commun. Les pompes hydrauliques sont très efficaces, sont petites, mais génèrent beaucoup de débit. Vous voyez les qualités, le débit, la pression, la vitesse, l'efficacité. Bon, dans l'industrie, on va classer les pompes par leur efficacité. On va les 85, 90, 95%, évidemment. Plus qu'ils sont efficaces, plus qu'ils sont dispendieuses. Pour la sécurité, on fait attention quand on travaille sur des systèmes hydrauliques, parce que ces systèmes-là sont mobiles. Ce qui est très important, c'est de faire respecter les consignes au niveau du cadenassage. Donc, de tout barrer avant de commencer à travailler sur un système hydraulique pour éviter que quelqu'un, accidentellement, actionne des bras hydrauliques, ce qui pourrait être très tragique. Les distributeurs, alors il y a plein de distributeurs, ça c'est vraiment un bon exemple d'un clapet anti-retour. On peut aussi contrôler le débit. C'est ni plus ni moins qu'un robinet. Alors, on a les régulateurs de pression, les détendeurs de pression et les détendeurs de pression à action directe. Qu'est-ce que veut dire action directe? C'est tout simplement qu'ils sont compensés. C'est pour éviter de donner des coups. Alors, ils sont construits pour travailler graduellement, pour baisser la pression ou la monter graduellement. Donc, qu'est-ce que veut dire la pression pilotée? Le terme piloté en hydraulique veut dire qu'ils sont contrôlés. Donc, on peut les contrôler manuellement. Donc, ça peut être une vis qu'on va visser et dévisser. Ou ça peut être aussi des contacts électriques. Puis, ça peut être aussi de l'hydraulique. Donc, il y a plusieurs façons de contrôler un distributeur. Quand le distributeur est contrôlé, on dit qu'il est piloté. Les réducteurs de pression. Pour chaque système hydraulique, on doit avoir au moins un réducteur de pression pour ajuster la pression et pour éviter d'avoir des surpressions dans notre système. Donc ça, c'est comment ça fonctionne à l'interne. Modèle piloté, on en a parlé, les soupapes de décharge. Soupapes de décharge, ça aussi, ça va éliminer les surplus de pression. Accumulateur, qu'est-ce qu'un accumulateur? C'est tout simplement de la pression qui est emmagasinée temporairement. Si jamais la pompe arrête et il faut ouvrir des systèmes pour la sécurité, ces accumulateurs représentés ici vont envoyer de la pression dans le système, même si la pompe ne fonctionne pas. Donc, c'est momentané et c'est fait pour des systèmes de sécurité. Cylindre hydraulique, on appelle ça des pistons hydrauliques. Donc, le vérin simple fait, très rare au niveau de l'hydraulique parce que ça prend des ressorts excessivement solides pour faire revenir notre vérin. Ce qu'on va retrouver, ce sont des doubles actions, c'est-à-dire qu'on pousse en avant et on pousse aussi dans la section arrière du piston. C'est ce que vous allez voir généralement. Donc, le cylindre à double effet. Petit, compact, mais très puissant. On a ici un double tige, ça de chaque côté. La plupart des vérins hydrauliques sont équipés d'amortisseurs. À quoi servent les amortisseurs? Pour éviter de faire lorsqu'on va arriver en fin de course, pour éviter que ça vienne frapper la section arrière et même aussi la section avant. Donc, les derniers millimètres, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va réduire la pression au maximum, ce qui va faire que graduellement, il va arrêter. L'entretien. Ce qui est important, c'est de vérifier les fuites. Alors, si jamais on voit qu'il y a un piston qui coule, il faut réagir, puis il faut le changer ou il faut le réparer. C'est généralement les joints toriques qui vont briser, les joints qu'on voit ici. C'est eux qui vont céder en premier. Quelquefois, ça peut être aussi la tige qui va être croche, et même si, visuellement, on ne voit pas de bris,
on voit pas que la tige est quand même courbée, ben, on va se ramasser avec des fuites quand même. Donc, faire attention à ça, ça prend pas un gros désalignement pour que notre vérin commence à couler. Évacuer l'air d'un vérin hydraulique. Donc, l'air, c'est très dangereux dans notre système hydraulique, alors il faut vraiment évacuer l'air. Et donc, il y a toutes sortes de systèmes. Puis ça peut se faire aussi dans le cadre d'un entretien pneumatique. Alors, on dit de faire attention, de ne pas endommager. L'opérateur a un grand rôle à jouer au niveau du bon fonctionnement du système hydraulique. Donc, si jamais il contrôle mal sa machine, il la fait travailler dans le mauvais sens, ben, il va briser son système hydraulique. Alors, vous voyez ici le système hydraulique de base. Donc, on peut dire que c'est une unité de puissance. Cylindre, control valve, qui veut dire tout simplement le distributeur. On a un lecteur de pression, on a la pompe, on a le réservoir. Donc ça, souvent, c'est dans une unité de pression, ça peut être complètement fermé. La seule chose qu'on va avoir à sortir, c'est deux tuyaux A et B qui vont être connectés à notre verre. On voit ici la représentation réelle et la représentation schématique avec un distributeur. Okay. 4 entrées-sorties, 3 pistes. Alors, on a nos accumulateurs hydrauliques. On en a parlé. On a toutes sortes de techniques. Je vous laisse les découvrir en lisant ces pages. Donc, ce qu'on va faire généralement sur les accumulateurs, on va prendre du gaz qui vient de, par exemple, de la section soudure. Ce sont des gaz inertes et on va remplir notre distributeur. C'est ça qui va faire le contre-poids de la pression. Donc, il va ramener une pression qui va combattre. Puis lorsque il n'y aura plus de pression dans le système, ben, c'est le piston poussé par les gaz qui va créer une pression momentanée. Donc, on avait des exercices pratiques. Malheureusement, on n'a pas pu les faire cette session-ci. Et vous avez ici des symboles. Ce que je vais vous demander pour l'examen, c'est de les identifier. Alors, on a les 4 trous qui sont ici, cœur fermé, cœur semi-ouvert. Ça, c'est le plus classique des classiques, parallèle et croisé. Je vous rappelle des électroaimants, ce qu'on appelle des solénoïdes dans l'industrie. Donc, ce sont des contrôles électriques à levier. Ça peut être aussi mécanique, donc une came ou une tige qui vient pousser. Ça, ce sont des contrôleurs de débit. Je vous rappelle que la flèche veut dire qu'il est variable. On peut avoir un certain contrôle, soit manuel, soit électronique. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir identifier certaines pièces qui sont ici. Donc, les vérins, les pompes, la pompe est ici. Ici, on a un moteur. Vous voyez, c'est le sens des triangles qui va nous indiquer si c'est une pompe ou si c'est un moteur. Le distributeur. Ici, on a un système excessivement simple. Pompe, moteur. On voit ici. Alors, les circuits hydrauliques, vous pouvez lire un peu sur leurs composantes principales. Il ne manque pas de termes en anglais. Donc, comme je vous ai mentionné, c'est souvent les joints toriques qui vont être la cause de fuite. Alors, on a des spécialistes, vous pourrez peut-être le faire, mais on a des personnes qui ont les compétences en mécanique, qui travaillent dans les ateliers, qui sont capables de mieux changer les joints toriques qui sont ici. On parle de démontage. C'est un peu pointu, faut l'avouer. Il n'y aura pas vraiment de questions là-dessus. Le fameux joint torique. Faites attention, prenez les joints toriques qui sont certifiés pour l'huile que vous allez utiliser. Dans quelques minutes, on va parler de l'huile hydraulique. Donc, il faut enlever complètement le joint torique qui a été détruit et en mettre un neuf de même type. C'est l'entretien de base au niveau
des systèmes hydrauliques. Alors, petit document, vous pouvez le regarder pour être pratique pour le dernier examen. Vérifiez avant l'examen. Document qui a été écrit par la compagnie Festo, dossier, dessiner des schémas pneumatiques professionnels. Donc, je vous rappelle que la pneumatique, c'est un système qui est actionné par l'air comprimé. Donc, la plupart des compagnies vont se retrouver avec des compresseurs. Et ces compresseurs-là, on peut utiliser l'air comprimé pour faire fonctionner différentes pièces. Vous voyez ici, là, on a presque les mêmes dessins qu'en hydraulique. La seule chose qu'on va retrouver, c'est des triangles blancs. Qu'est-ce que ça veut dire, un triangle blanc? Ça veut dire qu'on fonctionne en pneumatique. Et on va rejeter cet air-là dans l'atmosphère, tout simplement. Il n'y aura pas de retour. Ça, c'est une des grosses différences entre un schéma hydraulique et un schéma pneumatique. Le schéma pneumatique, il n'y a pas de retour. Okay? On va évacuer notre air directement dans l'espace courant. Donc, on fait attention pour pas créer de courant d'air qui serait gênant sur des postes de travail. Puis, la prise d'air comprimé, c'est tout simplement un cercle avec un X dessus. Donc, on peut en avoir plusieurs sur un poste de travail, puis on va se connecter directement. Le distributeur reste sous la même configuration que ceux que je vous ai expliqués en hydraulique. Donc, lorsqu'on dessine des schémas, il faut faire attention, il ne faut jamais croiser. On voit ici un exemple. On a nos vérins pneumatiques. Je vous rappelle que les vérins pneumatiques sont beaucoup moins puissants que les vérins hydrauliques. Alors, quand on va pousser un maximum de 50 kg. Alors qu'un vérin hydraulique, on pourrait pousser des tonnes et des tonnes. Donc ça, c'est la grosse différence. Mais, c'est intéressant d'avoir de la pneumatique pour des petits objets, faire la manipulation de petits objets, comme exemple des pièces qui viennent de sortir d'un moule. Ben, on peut avoir vraiment une application qui est dédiée pour la pneumatique. Dans votre atelier, en plasturgie, vous avez un bras pneumatique qui fonctionne et sur une des presses. Donc, vous pouvez l'observer et voir comment il va fonctionner dans un environnement réel. Donc, les schémas pneumatiques, c'est la même chose que les schémas hydrauliques. Comme je vous ai mentionné, il n'y a pas vraiment de retour. Donc, le réservoir, c'est tout simplement le compresseur extérieur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement venir prendre la prise d'air. Donc, se connecter à la prise d'air. On a une unité ici de filtration. Donc, ça, c'est quelque chose qui est standard. C'est un filtre, un régulateur de pression, puis on a un indicateur de pression. Après, on s'en va dans notre système pneumatique. Quelquefois, lorsque le système est très complexe, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va simplement interrompre les lignes avec des codes qu'on va faire revenir sur d'autres plans. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. C'est des indications sur des lignes pneumatiques qui vont être revues, mais sur d'autres pages d'un plan pneumatique. On a un bon exemple ici. Donc, schéma pneumatique, même chose que l'hydraulique, mais il n'y a pas de retour. Donc, on a un compresseur et l'air va être évacué dans l'espace ambiant. Dans le document Festo sur la pneumatique, vous avez un lien. Ce lien vous ramène dans une banque de pièces pneumatiques qui vont être utilisées dans des schémas. Alors, vous pouvez peut-être l'utiliser à un moment donné dans votre cours ou dans votre carrière. Donc ça, c'est très intéressant. Les transmissions hydrauliques, on a plein de distributeurs, donc on peut venir les chercher directement. Je vous rappelle aussi qu'il y a des banques de symboles hydrauliques et pneumatiques qui peuvent être disponibles si vous travaillez sur AutoCAD, si vous travaillez sur SolidWorks. Donc, ne pas se priver du fait que ces pièces-là sont déjà dessinées. Vous n'avez qu'à les refaire vous-même sans problème. Donc, banque de pièces en pneumatique qui est disponible
sur un lien qu'on va retrouver dans le document testé. Petit détail que je voulais vous montrer avant de finir le cours, les moteurs électriques. Donc, les moteurs électriques, il y en a beaucoup. Donc, on va en retrouver partout dans un atelier. Il faut faire attention parce que si il faut les changer, ce qui arrive quand même assez souvent, il faut commander le bon moteur. Comment on fait pour commander le bon moteur? Voici une feuille descriptive sur les dimensions des moteurs électriques. Alors, ce qu'il faut faire, c'est prendre le numéro du bâti. En anglais, on parle de frame. Donc, ce numéro-là est important. Parce que si vous commandez n'importe quel moteur, ben, le nouveau moteur, peut-être, ne rentrera pas à la place de l'ancien. Vous voulez changer. Donc, il y a plusieurs questions qui vont être posées par le distributeur du moteur électrique. Il va vous demander comment le moteur est installé. Regardez ici en bas du document. Donc, souvent, le moteur va être parallèle au sol, mais il peut être perpendiculaire aussi. Il peut être perpendiculaire à la machine. Il peut être couché vers le haut, vers le bas. Et ça a une incidence sur comment on va le fixer. Donc, assurez-vous d'avoir toutes les informations, toutes les dimensions, pour être sûr que le moteur de remplacement vienne directement s'installer à l'endroit où vous voulez. Il faut dire aussi que les moteurs électriques ont une convention, c'est-à-dire que il y a des moteurs qui ne sont pas protégés, puis il y a des moteurs qui sont protégés. Ils sont protégés contre la poussière, contre l'humidité. Il y en a même qui sont résistants à l'eau de pluie, ou l'immersion totale. Évidemment, il y a un coût à ces options-là. Alors, il faut regarder un peu quelles sont les normes pour le moteur que l'on veut remplacer. On a ici, OK, l'effet des moteurs. Et puis, vous pouvez regarder quelles sont les caractéristiques avec un numéro. Ça va vous être demandé par la compagnie qui veut vous vendre un moteur neuf ou qui a été rebâti. Donc, le plus important, là, c'est le type et le numéro de bâti. Vous les avez ici, on commence par 63, on va jusqu'à 355. On a toutes les cotes qui sont reliées à ce type de bâti-là. Donc, assurez-vous d'avoir les bonnes dimensions, parce que vous pourriez avoir des surprises lorsque vous allez avoir le nouveau moteur. On va parler de l'huile hydraulique. L'huile hydraulique, c'est ce qui est de plus important. Lorsque vous allez travailler dans un atelier, vous avez des machines hydrauliques, vous avez des presses hydrauliques, il faut absolument mettre l'emphase sur l'huile hydraulique. La plupart des pannes de mécanismes hydrauliques viennent du fait qu'on ne s'est pas occupé de l'huile hydraulique, de la qualité de l'huile hydraulique, de changer l'huile hydraulique. On a mis la mauvaise huile hydraulique aussi. Donc, vous voyez que ce point-là est important. C'est pour ça qu'on va prendre quelques minutes pour en parler. Et je vous ai envoyé 2 documents pertinents qui parlent de l'huile hydraulique. Donc, l'huile hydraulique, il y en a 3 sortes. Il y a les huiles minérales, qu'on retrouve presque plus, parce que c'est rendu désuet. Il y a les huiles de synthèse. Il y en a qui appellent ça les huiles synthétiques. Alors, ces huiles-là sont plus dispendieuses, mais c'est ce qu'on va retrouver dans l'industrie. On va retrouver aussi des huiles semi-synthétiques ou semi de synthèse. Et ça, c'est quand même assez populaire. En plus d'avoir de l'huile, ils ont des additifs. Des additifs pour éviter l'usure, l'oxydation, la mousse. Donc, c'est vraiment intéressant de voir l'évolution de l'huile. Et cette huile-là, OK, va être très résistante à l'usure, mais c'est pas quelque chose qui va être éternel. Donc, il faut les changer. Et c'est pour ça que on a quelques informations à vous donner sur les huiles hydrauliques. Vous avez sûrement entendu parler
des nomenclatures SAE, Society of Automotive Engineers. Bon, dans l'automobile, si vous avez eu des contacts avec le monde automobile, ben, vous connaissez un peu les types d'huile hydraulique qu'on va mettre dans un moteur d'automobile. Alors, c'est de l'huile 10W40, 10W50. C'est important de voir la viscosité. La viscosité de l'huile va changer avec sa température. Alors, si on est dans un pays tropical, il faudra avoir une viscosité assez claire. Okay? Puis même, à un moment donné, il faut se pencher sur le fait que cette viscosité-là ne doit pas disparaître avec la chaleur. Lorsqu'on est dans un pays froid, comme au Québec, alors il faut que la viscosité reste constante, même à basse température. C'est pour ça qu'on a développé les 0W, 0W30, 0W50. C'est le type d'huile qu'on va retrouver lorsqu'on fait des changements d'huile sur notre moteur au Québec. Il y a plusieurs années, il fallait changer d'huile l'été et l'hiver. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On a des huiles qui font toute l'année, même si de temps en temps, même à bas millage, il faut changer l'huile pour éviter que cette huile-là soit corrompue. Donc, on fait un parallèle avec les huiles de moteur d'automobile. C'est très similaire. Donc, pour l'automobile, on a des huiles essence, des huiles qui vont être aussi avec du diesel. Donc, on va essayer de trouver le meilleur type d'huile possible. Et on a des liens qui vont nous ramener. Faites attention parce que maintenant, on peut parler de 50 km jusqu'à 30 000 km qu'on peut faire avec des huiles qu'on appelle minérales, mais synthétiques. On se concentre maintenant sur les huiles qui sont dédiées au système hydraulique d'atelier, donc les systèmes qui sont fixes. Alors ici, j'ai un document de la compagnie Total qui vante les mérites de leur huile. C'est normal, si vous avez pris un document sur Shell, on aurait dit que l'huile Shell était la meilleure huile hydraulique. Alors regardez, là, toutes les huiles se valent. Ça dépend du distributeur où vous travaillez, avec qui il fait affaire. Si on prend Total, ben eux, c'est l'Azola qui est leur huile de référence. Ce qu'ils ont essayé de faire, la compagnie Total, et aussi les autres compagnies qui distribuent de l'huile hydraulique, c'est d'avoir une huile universelle, ce qui est très dur à avoir. Donc, d'avoir juste un type d'huile pour tout l'atelier. Il y a des ateliers qui avaient décidé qu'ils allaient utiliser seulement un type d'huile, mais ça crée des problèmes, parce que c'est pas toutes les machines hydrauliques qui vont fonctionner avec le même type d'huile. Donc, ça prend une huile assez polyvalente. C'est ce que Total a essayé de faire. Oui, c'est une huile synthétique. C'est une huile qui a une viscosité quand même assez large, donc on va travailler dans des températures très froides jusqu'à des températures très chaudes. Donc, je vous rappelle que on ne doit pas dépasser 100 degrés Celsius sur un système hydraulique au niveau de sa température d'huile, parce qu'on va avoir des problèmes. Si on est à l'extérieur, donc on parle d'unité mobile, ben là, on peut travailler jusqu'à moins 20, moins 30. Ça prend une huile hydraulique qui est fait pour ça. Donc, l'efficacité des circuits hydrauliques, vous voyez, un schéma excessivement simple. Faut pas que l'huile chauffe trop, faut pas qu'elle fasse de la mousse, faut pas qu'elle va se détruire facilement face aux cisaillements. Alors, c'est assez dur de trouver un type d'huile qui est universel. On parle ici de grade, vous voyez, l'évolution du rendement. Alors, toujours en fonction de la viscosité. Donc, on parle de grade de viscosité. Alors, ici, donc, pour 40 degrés Celsius. Donc, on a les huiles hydrauliques classiques et les huiles synthétiques. Comme je vous ai dit, maintenant, on utilise vraiment plus les huiles synthétiques. Puis, on a
nouvelles types d'huiles aussi, qui sont des huiles biodégradables, qu'on va entendre parler au cours des prochaines années. Donc, c'est bon pour l'environnement, et puis, c'est l'avenir au niveau des huiles hydrauliques. Il y a aussi pour les conditions extrêmes, vous voyez, si on a des équipements qui travaillent dans le Grand Nord québécois, ben, on va avoir des huiles dédiées pour ce type d'utilisation. Alors ici, c'est pour finir le document de la compagnie Total. Alors vous avez leurs huiles. On a l'Azola ZS qui veulent développer pour être une huile bonne à tout faire, donc une huile qu'on peut utiliser dans toutes les conditions. On a des huiles plus spécialisées ici. Alors la série Azola, comme vous voyez à gauche du tableau. Et puis on a d'autres types d'huiles ici qui sont indiquées à droite. Donc tout dépendant si on est dans les basses températures, dans des hautes températures, dans un climat arctique, si on va avoir du biodégradable, si on va avoir une huile qui ne va pas s'enflammer facilement, tout dépendant dans quelle situation on est. Donc, on va trouver l'huile qui va être la meilleure pour nous. On peut se fier aussi aux distributeurs. Donc, les distributeurs des compagnies, eux, vont vraiment nous donner des renseignements. On fait attention aussi parce que eux, ils veulent vendre leur huile. Donc, il faut pas non plus tout prendre comme la vérité absolue face à des personnes qui veulent, en représentant une compagnie, veulent nous vendre leur huile avec qui ils sont associés. Donc, il faut faire quelquefois un peu de recherche. Alors, je vous rappelle en gros, l'huile hydraulique, il faut la changer de temps en temps. On parle d'une rotation d'à peu près 6 mois. Donc, même si les machines ne fonctionnent pas 16 heures par jour, ben, il y a une espèce de vieillissement d'huile. L'huile va vieillir avec le temps. Donc, il faut la changer de temps en temps. Il faut faire attention, pas juste en rajouter lorsqu'il y en manque. Puis, regardez aussi la température, la couleur de l'huile. Si l'huile devient de plus en plus foncée, il faut faire attention à ce phénomène. Évidemment, pas d'eau dans l'huile. S'il y a de l'eau, ben ça peut être tannant, puis il faut vraiment être obligé de changer l'huile. Alors, vérifiez souvent l'huile hydraulique sur les presses, injections. Ça va vous permettre d'éviter les bris. C'est la première cause d'arrêt de machine dans un atelier. C'est la mauvaise qualité de l'huile utilisée. Le dernier document à analyser, examen des connaissances. Alors, ce document-là, on va retrouver des questions. Ces questions-là pourront se retrouver ici dans l'examen final. Alors, je vous donne quelques informations pertinentes. Donc, citez au moins 4 exemples d'applications en hydraulique. On l'a vu dans les documents qu'on vient de voir il y a quelques minutes. Donc, l'hydraulique, ça sert à plusieurs choses. Pour vous, ben, ça va servir surtout dans l'atelier à fractionner des presses injectives. Donc, vous voyez, là, compléter le schéma de transformation du moteur électrique à l'outil ou au vérin. Mais qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver une pompe, on va retrouver un distributeur, on va retrouver des vérins, des pompes hydrauliques. Citer 3 avantages hydrauliques, vous les savez déjà. Petit, mais excessivement performant au niveau de la force qu'il va générer. Par quel moyen la pression est-elle transmise par une installation hydraulique? Évidemment, on parle de l'huile hydraulique. Comment désigne-t-on l'unité de force dans le système d'unité internationale? Donc, il n'y a pas la force, va être les newtons. Et puis, cette force-là, on va l'utiliser par un air. L'air va être en mètres carrés. Bon, on a un petit exemple ici. 10 newtons par centimètre carré. Donc, on va se retrouver avec une pression. Je vous rappelle que centimètre carré, ce n'est pas des mètres carrés, donc on va avoir un facteur de 100. Et ce facteur de 100-là devrait être multiplié par la Pascal, ici. On s'excuse de la mauvaise qualité de la reproduction, mais je trouve que le document est quand même assez pertinent. Vous voyez ici, là, la hydraulique là, s'exerce partout. Donc, la forme du réservoir n'a aucune incidence sur les effets de la pression.
Ça, c'est, la pression va s'exercer partout si je force sur un vérin, ça va s'exercer sur toutes les parois. Qu'est-ce qu'un débit? C'est tout simplement de l'huile qui passe à une certaine vitesse dans un tuyau. Qu'est-ce qu'un écoulement laminaire? Ça, on l'avait pas vu. Alors, l'écoulement va couler sans problème. On parle d'un écoulement laminaire. Quand c'est turbulent, ben, on va avoir ce qu'on appelle des turbulences qui vont se créer lorsque la vitesse est trop vite. C'est pour ça qu'il faut vraiment vérifier et éviter d'aller à une vitesse trop grande dans nos tuyaux hydrauliques. Donc, l'huile ne devrait pas dépasser une certaine vitesse. Ça, généralement, ceux qui ont fait la conception du système hydraulique en ont tenu compte. Je peux vous poser des questions aussi sur les différents schémas hydrauliques. Donc, vous voyez, ici, on a des petits dessins. Ces petits dessins-là, ben, vous allez me dire c'est quoi. A, c'est un réservoir. B, c'est un indicateur de pression. C, c'est tout simplement un tuyau hydraulique. D, c'est le moteur électrique. E, ce sont des traits. Et ces traits-là veulent dire qu'on va encadrer une section qui va être dans un bloc. F, une pompe hydraulique. G, c'est une ligne de pilotage. Donc, je vous rappelle qu'est-ce qu'une ligne de pilotage, c'est de l'huile qui va envoyer des ordres, exemple à un distributeur. Donc, on va faire pousser un distributeur avec de l'huile hydraulique. Ça ne sert pas à la puissance, mais ça sert à contrôler des pièces, à piloter des pièces. H, on a un point, ça veut dire que on rencontre, donc on a un coude ici, donc on a vraiment là, une rencontre là, des tuyaux hydrauliques. Connexion, I, il n'y a pas de connexion. J, ben, ça ressemble à un papillon, mais c'est un robinet. Quelles sont les données nécessaires pour établir les courbes caractéristiques de la pompe? Débit, pression, ben ça prend sa rotation et ça prend aussi son débit interne, c'est-à-dire quelle est la quantité d'huile que la pompe va déplacer en 1 tour minute. Après ça, ça nous prend aussi de combien de tours on va tourner dans 1 minute. Je vous rappelle qu'en Amérique du Nord, avec le système du courant alternatif, ben c'est 1800 tours par minute. Alors, plusieurs appareils dans une unité de puissance, on appelle ça l'unité de puissance. Par quel moyen fait-on monter la pression dans une installation hydraulique? Ben, c'est tout simplement en réduisant, on va bloquer le débit, donc on va réduire son cheminement. Ce qu'il va faire, c'est que le débit va s'accumuler, les parois, on va créer une force qui va pousser sur les parois, et on va créer une pression. Quelles sont les fonctions du réservoir du fluide hydraulique? Il y en a plusieurs. Alors, il sert à entreposer l'huile, à la refroidir, à enlever la mousse, enlever l'eau si jamais il y en a qui va s'infiltrer dans l'huile, etc. 3 possibilités de montage des filtres. Donc, les filtres peuvent être avant la pompe, après la pompe et juste avant que l'huile soit rejetée au réservoir. Quels sont les montages de fluide les plus fréquents? C'est généralement juste après la pompe. Donc, on va retrouver des filtres, qui vont filtrer, donc juste à l'entrée de la pompe. Où sont les tuyauteries qui doivent aboutir dans le réservoir d'huile? Alors, l'huile doit toujours être rejetée dans le fond du bassin et non pas en haut, pour éviter qu'on ait des éclaboussements et que ça crée de la mousse. Pourquoi utilise-t-on des symboles graphiques pour présenter une installation hydraulique? Tout simplement parce que c'est plus facile, puis c'est un système simplifié. Quel est le fonctionnement de l'étranglement du raccord d'un manomètre? Tout simplement que le manomètre n'est pas directement en contact avec la pression. Il y a un système qui prend la pression, qui donne l'exemple de tuyau hydraulique, puis qui va remettre ça à une petite pression pour faire travailler le manomètre. Donc le manomètre n'est pas à la pression normale qu'il indique. Et on va tout simplement couper cette pression-là, puis tout simplement, on va envoyer une petite pression là. Quelles sont les principales... quelles sont... la question 11. Selon quel principe fonctionnent les pompes hydrauliques? Elles créent un débit.
Si je ferme ma tuyauterie, ben, je vais créer une pression. Comment s'effectue le transfert des fluides sous pression à l'intérieur d'une pompe à engrenage? Ben, c'est tout simplement les deux engrenages qui déplacent de l'huile hydraulique. Alors, on parle de cylindrée ici, vous voyez, là. Donc, on tourne à 1200 tours minute. Ça, c'est vraiment une rotation plus à l'européenne, 50 cycles par seconde au niveau du courant alternatif. 40 litres par minute, ça, c'est une grosse pompe. Donc, on peut avoir une pompe quand même qui tourne à 1200 tours minute. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement trouver de combien elle déplace de l'huile pour un tour. Ça, c'est un distributeur hydraulique. On en a trois qui sont là dans le schéma hydraulique. Alors, vous devriez être capable de me dire comment ça fonctionne. Et on voit 4 distributeurs, okay, en haut à droite. Alors, il y en a des 2-2, des 3-2, des 4-2. Comment on fait pour les différencier? Comment on peut les dessiner ici? Donc, on a les clapets anti-retour. Vous voyez, les clapets anti-retour, on en retrouve beaucoup dans les systèmes hydrauliques. Posez des questions sur le système, sur les clapets anti-retour. Donc, ce petit document-là, je vais vous envoyer à votre mail, peut être assez intéressant pour vous pratiquer pour l'examen final. Bonne chance!